Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite FAQ de 3 questions de nutrition que vous m'avez posées récemment sur Instagram. Ok, première question, quels sont les bénéfices du jeûne intermittent? Comme vous avez pu le voir dans des précédentes vidéos, je suis assez fan du jeûne intermittent, mais là je vais pouvoir décrire pourquoi je pense que c'est une pratique qui peut être bénéfique dans pas mal de cas, et je vais également démystifier un petit peu la chose parce qu'on voit beaucoup de gourous sur le sujet du jeûne intermittent. Alors déjà, lorsqu'on entend jeûne intermittent, ça peut vouloir dire pas mal de choses différentes, puisqu'il y a plein de formats différents. On peut par exemple penser au jeûne intermittent quotidien avec un format 16-8 heures par exemple, qui correspondrait à une période de 16 heures de jeûne par jour, avec une fenêtre alimentaire d'uniquement 8 heures. Ou alors, parfois dans la recherche, euh, le intermittent fasting, ça peut vouloir dire plusieurs jours de jeûne et d'autres jours dans la semaine où vous consommez vos calories habituelles sans changer quoi que ce soit. Par exemple avec un format 5 jours d'alimentation classique et 2 jours de jeûne complet, ou d'une alimentation très très basse en calories avec par exemple des journées entre 500 et 800 calories. Personnellement, lorsque je parle de jeûne intermittent, la plupart du temps, je parle d'un format 14, 10, 16, 8 heures. Quelque chose comme ça, donc un jeûne quotidien où on distingue une fenêtre de jeûne et une fenêtre d'alimentation. Personnellement, la principale raison pour laquelle j'utilise fréquemment du jeûne intermittent, c'est pour pouvoir réduire facilement mon apport calorique en faisant totalement sauter un repas par jour, qui bien sûr, la plupart du temps, est le petit déjeuner, et je garde mes calories pour l'après-midi, donc avec le déjeuner, possiblement une collation, et le dîner. En faisant sauter le petit déjeuner, certes, je compense en consommant davantage de calories sur mes autres repas, mais au global, c'est une stratégie qui m'aide à consommer un petit peu moins de calories, ce qui me permet de maintenir plus facilement en faisant un petit peu moins attention à ma nutrition, ou alors de créer un déficit calorique. Donc, mon utilisation du jeûne intermittent, c'est pour surveiller mon apport calorique. Ça peut avoir d'autres utilisations, par exemple pour la santé intestinale dans certains cas de figure, ou le soin de d'autres maladies. Certaines personnes vous vendront le jeûne intermittent comme étant une stratégie révolutionnaire qui pourrait vraiment booster votre perte de poids, voire même vous faire prendre du muscle. Mais tout ça, c'est pas basé sur des évidences scientifiques robustes. Par exemple, une déclaration qui est souvent avancée par les fans du jeûne intermittent en faveur de la prise de muscle, ça serait que la hausse de l'hormone de croissance, qui a lieu lorsque l'on jeûne, serait bénéfique pour la prise de muscle. Alors l'hormone de croissance, ou GH en anglais, Growth Hormone, c'est une hormone qui est très bénéfique pour la prise de muscle. D'ailleurs, c'est même une hormone qui est prise en tant que produit dopant par certains bodybuilders. C'est dire à quel point c'est quelque chose d'assez efficace pour la prise de muscle en somme. Sauf que certes, sur le moment, pendant une phase de jeûne, vous allez avoir une hausse de votre production d'hormones de croissance, mais si vous avez une hausse de votre hormone de croissance sans que vous ayez les calories ou les protéines à disposition en même temps pour faire du muscle, construire de nouveaux tissus, bah c'est simplement inefficace en fait. Parce que la hausse de l'hormone de croissance qui a lieu pendant une période prolongée de jeûne, c'est pour nous protéger du catabolisme, pour nous protéger de la perte de masse musculaire, mais pas pour gagner de la masse musculaire, parce qu'en fait on n'a pas comment dire, le matériel pour construire du nouveau tissu. Donc sur le plan mécaniste, on peut comprendre que ça fait un petit peu de sens, mais en application, le jeûne n'est pas bénéfique pour la prise de muscle. D'ailleurs, ça peut même être un frein si vous avez une fenêtre alimentaire trop restreinte sur votre journée. Et pour le côté perte de gras, c'est pas supérieur. En fait, c'est ni supérieur ni inférieur à une nutrition où on aurait des repas plus étalés sur la journée. Le fonctionnement, c'est simplement que le jeûne, ça vous aide à manger un petit peu moins par jour, ce qui vous permet donc de créer un déficit calorique, un déficit énergétique qui mène à la perte de poids et idéalement à la perte de gras. Ensuite, la seconde question que j'ai eue, c'est que penses-tu des BCA? Alors déjà, je pense que la question elle est assez mal tournée, parce que dans mes réponses, j'essaie de ne pas vous donner mes opinions personnelles, mais plutôt de vous donner une réflexion assez objective de ce qu'on peut penser de façon raisonnée en regardant les évidences scientifiques. Alors les BCAA, je n'ai déjà parlé sur la chaîne, c'est un complément que je recommanderais jamais en fait. Quasiment jamais, que ce soit pour la performance, pour la santé
pour la composition corporelle. Alors je vais vous expliquer plusieurs choses à propos des BCA. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors les BCA, c'est Branch Chain Amino Acid en anglais, en français acides aminés ramifiés. C'est 3 acides aminés essentiels, la leucine, l'isoleucine et la valine. Alors qu'est-ce que ça veut dire des acides aminés essentiels? Du coup on pourrait croire qu'il nous faut absolument des BCA, mais acides aminés essentiels, ça veut simplement dire que ce sont des acides aminés qui ne sont pas produits par le corps. Les acides aminés, c'est des morceaux de protéines. Mais si vous consommez une source de protéines complète, donc contenant tous les acides aminés essentiels, donc quasiment oui, toutes les sources de protéines animales, vous avez déjà des BCA en fait dans ces aliments-là. Les BCA, certaines personnes les prennent pendant l'entraînement, certaines personnes les prennent avec leur repas en pensant que ça va améliorer leur prise de muscle. Alors dans les BCA, je vous ai dit qu'il y avait l'isoleucine, la valine et la leucine. La leucine, c'est le principal acide aminé responsable de la synthèse protéique, c'est-à-dire du déclenchement de la construction de nouveaux tissus musculaires. Du coup, on peut se dire que la leucine, on en a absolument besoin, qu'on devrait supplémenter en leucine, qu'on devrait supplémenter en BCA en général, et en consommer à foison. Sauf que, ce qui se passe, c'est que certes, la leucine, c'est le principal acide aminé qui déclenche la synthèse protéique, mais si vous n'avez pas les autres acides aminés en même temps, donc les autres acides aminés essentiels, qu'on compte au nombre de 8, eh bien vous n'allez pas pouvoir construire du muscle optimalement. La leucine, c'est simplement ce qui va déclencher le message de construire du muscle, mais si vous n'avez pas le matériel pour construire du muscle, vous n'allez pas pouvoir faire des gains optimaux. Et d'ailleurs, il y a un mécanisme, c'est que si vous consommez de la leucine, mais que vous n'avez pas les autres acides aminés à disposition, vous allez dégrader des tissus protéiques de votre corps pour avoir à disposition les autres acides aminés pour ensuite pouvoir construire de nouvelles protéines. Donc c'est carrément se tirer une balle dans le pied de consommer des acides aminés ramifiés, donc des BCA, seuls. Donc ça, c'est pour la composition corporelle. Consommer des BCA ne va pas vous faire gagner plus de muscles si vous consommez déjà suffisamment de protéines. Et par suffisamment de protéines, j'entends environ 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ensuite, pour ce qui est des performances, on a certaines études qui nous montrent que la consommation de BCA pendant une séance, pendant une compétition, améliore légèrement certains marqueurs de fatigue. Mais à ma connaissance, ce n'est pas quelque chose qui ensuite se répercute sur des performances supplémentaires. C'est donc uniquement un effet mécaniste, mais qui, en application, n'a pas un rôle particulier, n'a même pas un rôle mesurable. Parce qu'il faut savoir que parmi les énergies, les substrats utilisés lors d'un effort physique, donc selon l'activité bien sûr, les BCA ne représentent que 1 à 6% de l'énergie puisée en fait. C'est pas du tout un substrat énergétique de base, les BCA. Et d'ailleurs, les glucides ont ce qu'on appelle en anglais un protein sparing effect, c'est-à-dire que ça permet d'économiser des protéines, dans le sens où la consommation de glucides va toujours passer avant la consommation d'acides aminés pour la fourniture d'énergie. Deux choses qui peuvent faire qu'on consomme davantage de protéines, donc d'acides aminés, comme source d'énergie lors d'un effort. De 1, si vos stocks de glycogène sont faibles, alors on va un petit peu plus utiliser des acides aminés. Et deuxième chose, si votre diète, globalement, est très élevée en protéines. Donc dans ces deux cas de figure, on sera peut-être un peu plus orienté vers le 6% d'utilisation comme substrat énergétique des acides aminés, peut-être même au-dessus, mais ça reste vraiment mineur. Voilà pourquoi la consommation de BCA n'est pas spécialement bénéfique pour la performance. Le seul cas de figure où je pourrais hypothétiquement recommander les BCA, ce serait si je travaillais avec un client végétarien, végétalien, parce que la leucine, donc un acide aminé contenu dans les BCA, c'est principalement trouvé dans les sources de protéines animales, donc le poisson, la viande, les œufs, des produits laitiers, etc. Sauf que si vous consommez déjà suffisamment de protéines, ou que votre alimentation végétarienne, végétalienne est assez équilibrée dans vos sources de protéines, vous devriez a priori ne pas avoir de soucis de consommation de leucine.
Troisième et dernière question, parce que j'arrive pas à faire court, donc 3 questions seront amplement suffisantes. Le timing des repas est-il important pour les sports d'endurance et intermittents? Alors pour cette réponse, je vais considérer que sport intermittent, ça va être pas mal de sports d'équipe, avec par exemple les cartons là, comme au basket, peut-être également des sports de combat, avec des principes de round, etc. Et pour sport d'endurance, on va considérer toutes les activités qui durent au-dessus de 2 heures. Donc ça va être certains événements de cyclisme, en course à pied, tout ce qui est au-dessus du semi-marathon, et tout ce qui est épreuve d'ultra-endurance, comme un Ironman ou toute autre activité combinant cyclisme, natation, course à pied. Dans cette réponse, je ne vais pas vous parler des différents protocoles de périodisation des glucides, comme train low, sleep low, recover low, etc., etc. Là, je vais simplement vous parler de certaines stratégies les plus simples, les plus facilement implémentables pour améliorer vos performances dans ce type d'événement. Pour ce qui est des 24 heures précédant une compétition du genre, on va chercher à surcharger au maximum les stocks de glycogène, qui sont les stocks de glucides intramusculaires. Alors, différents protocoles peuvent être utilisés. Il faut savoir que vous n'avez pas besoin de faire un entraînement visant à dépléter vos stocks de glycogène pour ensuite surcompenser. C'est pas nécessaire et c'est une bonne nouvelle. Donc, ce qu'il va simplement vous falloir pour maximiser la contenance en glycogène de vos groupes musculaires, ça va être de consommer beaucoup de glucides les 24 heures précédentes de compétition, idéalement aux alentours des 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Je vous donne un exemple. Pour un athlète cycliste pesant 70 kg, il est recommandé pour lui de consommer 700 grammes de glucides dans les 24 heures précédant la compétition. De préférence sous la forme de glucides facilement digérables, donc assez peu fibreux, en combinant ça avec d'autres sources alimentaires peu riches en lipides pour vraiment maximiser la vitesse de digestion. Ensuite, donc ça c'est pour ce qui est des 24 heures précédant la compétition. Pour ce qui est de l'intra-compétition, la première chose à implémenter, ça va être la consommation de glucides pendant l'événement sportif. Donc on va chercher idéalement à utiliser une combinaison de glucose et de fructose, simplement parce qu'on va être limité si on consomme que du glucose en termes de transporteur. Parce que le transporteur utilisé pour faire rentrer le glucose dans les cellules musculaires est limité à une contenance de 60 grammes de glucose par heure environ. Donc pour apporter davantage de glucides, on va utiliser un mélange de glucose et de fructose, idéalement avec un ratio de 2:1 entre le glucose et le fructose. Exemple, si on utilise notre même cycliste, et bien pendant 1 heure d'effort, on peut lui recommander de consommer jusqu'à 60 grammes de glucose et 30 grammes de fructose dans sa boisson qu'il consomme pendant sa compétition. Et pour vous rajouter un mot sur l'après-compétition, alors évidemment ça va avoir un rôle variable selon si d'autres compétitions sont à suivre ou pas. Et bien la priorité ce sera toujours la consommation de glucides pour refaire des stocks de glycogène s'il y a un autre événement sportif à venir plus tard dans la journée ou le lendemain. Et également, toujours aussi important, l'apport en protéines pour réduire les courbatures, améliorer la récupération, donc la performance pour l'événement à venir. La consommation de lipides, elle viendra après, parce que la consommation de lipides, elle n'a pas besoin d'être quotidienne, timée à chaque repas, surtout lorsque la priorité dans ce type d'événement est davantage mise sur la consommation de glucides et de protéines. Voilà, c'est tout pour cette petite FAQ. Si vous avez des questions, que ce soit à propos des réponses que j'ai apportées aujourd'hui, ou que ce soit pour que ça me fasse du contenu pour les prochaines FAQ, ça se passe en commentaire. Lâchez un énorme pouce like si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, laissez-moi un bon dislike. Envoyez-moi des serpents et des colis piégés par la poste. Je suis libre de vous laisser mon adresse en DM pour ceux que ça intéresse. Et je vous rappelle également que si vous êtes intéressé par un suivi nutritionnel, je vous laisse dans la description mon adresse professionnelle pour que vous puissiez me contacter pour qu'on voit si on peut travailler ensemble pour vous permettre de devenir à la fois extrêmement performant, extrêmement sec, extrêmement beau, extrêmement riche.